Ce programme vous est offert par Illico Cash. Réforme constitutionnelle, les différentes fédérations des partis de l'opposition ont tendance. D'un commun accord, ils ont dit non à l'initiative du président de la République. Selon eux, l'instauration de la paix au Nord Kivu sous état des sièges et la pacification du pays constituent une urgence primordiale. Élections législatives. Les élections législatives sont maintenues pour ce 15 décembre à Massimanimbaya Yakoma. La réouverture du centre Bossolo a eu lieu ce vendredi. Ce centre permettra à la CENI de publier les résultats de ces élections en temps réel. En marge des festivités de Noël, la Fondation Kemesha Charity sera à la rescousse des orphelins et des albinos. Ce 17 décembre au gouvernorat de la province de Mbuji-Mayi. Le directeur général Jean-Marie Kassamba, qui sera du nombre, fera appel aux personnes de bonne volonté afin de souscrire à cette noble cause. En France, après 9 jours de tractation, François Bayrou, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce vendredi, ce dernier aura pour mission de former un gouvernement capable de résister à la censure qui a emporté Michel Barnier et ses ministres mercredi dernier. Nouveau journal sur Télé 50, merci de votre fidélité. À l'Assemblée nationale, la plénière a adopté 9 projets de loi de ratification, un projet de loi modifiant la loi sur la conservation de la nature et déclare recevable la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements des crédits. C'était lors d'une plénière intervenue 2 jours avant la session de septembre. Dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements des crédits en vigueur jugée trop rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassanda Katwala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements des crédits, communément appelée loi bancaire. Cette réforme entend répondre aux défis posés par des dispositions comme l'obligation de dilution du capital social et les restrictions des nationalités des dirigeants qu'il considère contraignantes pour le secteur bancaire congolais, a-t-il expliqué. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a proposé, conformément à l'article 152 alinéa 2 de l'Assemblée nationale, que le débat ait lieu au sein de la commission ECOFIN aux fins de la production d'un texte qualitatif et inclusif pour le bien des deux parties, une démarche acceptée par la plénière après concession faite par l'honorable Gary Sakata, dont la motion exigeait un débat immédiat. Deuxième matière abordée au cours de cette plénière, c'est le projet de loi portant conservation de la nature modifiant et complétant celle de 2014, porté par le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba. Ce projet de loi a pour objectif majeur celui de permettre à la nation de Félix-Antoine Tshisekedi, l'un des 2 poumons mondiaux, de concilier avec brio le besoin d'oxygène au besoin du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. La capitale de la République démocratique du Congo a accueilli la 12e session ordinaire de la conférence de ministres de l'autorité du Grand Lac Tanganyika. Cette rencontre rassemble les représentants du Burundi, de la Zambie et de la Tanzanie, tous ministres et hauts fonctionnaires en charge de ressources halieutiques. Dans son discours d'ouverture, la première ministre de la RDC a affirmé l'importance
de la mise en œuvre de la Convention sur la gestion des lacs signée en 2003. Judith Soumino Tuluka a souligné que cette convention est essentielle pour améliorer les relations entre les États riverains et pour garantir une gestion efficace et durable des ressources du lac Tanganyika. Elle a également exprimé son engagement personnel à suivre les recommandations issues des sessions précédentes afin de favoriser une action concertée et cohérente. La durée de la mise en œuvre de la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika, signée le 12 juin 2003 par les 4 États contractants riverains du lac Tanganyika, correspond en fait à la vie de toute une génération. En d'autres termes, elle traduit l'existence de la qualité des relations entre nos États. Les participants ont unanimement reconnu les défis majeurs auxquels la région est confrontée, notamment la surpêche qui menace la biodiversité du lac et les contrôles militaires des activités. Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, ministre congolais de la pêche et l'élevage, a révélé l'importance de l'ALT dont la conférence ordinaire des ministres est accueillie en RDC pour la 3e fois. La réunion ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika est indéniable, tout comme les rôles majeurs joués par cette institution. Cette conférence s'affirme donc comme un moment important pour définir des stratégies qui assureront la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région tout en préservant l'écosystème vital du lac Tanganyika. Rappelons que la gestion durable et responsable de l'écosystème constitue le 6e pilier du programme d'action du gouvernement souminois. Cette semaine, la première ministre Judith Soumino Tuluka a lancé le forum régional des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Une rencontre de haut niveau organisée par l'UNESCO avec le ministère de la formation professionnelle. Elle a été clôturée jeudi après que les participants aient abordé les défis de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale. Ouvert le mardi 10 décembre, après 3 jours des travaux, le Forum régional des pays de la CEAC sur l'enseignement technique et la formation professionnelle s'est clôturé le jeudi 12 décembre 2024. Lors de la cérémonie présidée par le ministre de la fonction professionnelle, Marc Ekila, il a avant tout fait la restitution de la foire de la formation professionnelle organisée à Kinshasa du 24 au 26 octobre comme partage de l'expérience congolaise pour la sous-région. Ensuite, Smith Mpaka, coordonnateur de projet à l'UNESCO, a rendu public les recommandations à l'issue des travaux de 3 jours en atelier qui ont connu la participation des experts nationaux et ceux venus des pays de la CEAC. On peut citer la mise en place d'un fonds national spécial destiné au financement du secteur afin d'accompagner durablement les politiques des pays de la région axées sur le développement dans le domaine de l'enseignement technique et formation professionnelle. Marc Ekilali Kombo, ministre de la formation professionnelle, a clôturé les travaux tout en félicitant les participants pour leur assiduité et les a recommandé de mettre en place des politiques communes. Je fais mienne toutes ces résolutions parce qu'en les parcourant encore, j'ai trouvé un certain nombre d'entre elles qui, au niveau de mon pays, pour ne pas dire au niveau de mon ministère, sont déjà en cours d'exécution de la convention. Il faudrait sortir de cette salle, nous puissions vraiment avoir cette fois-là un véritable cadre de mise en œuvre de toutes ces résolutions. Moi, je suis convaincu que la solution, que ce soit dans l'auto-employabilité, que ce soit dans la qualification des jeunes, que ce soit dans la main-d'œuvre, que ce soit dans l'emploi, l'adéquation, formation, emploi, et même dans la fonction publique, la réponse provient ou proviendrait de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et ceci étant, au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, je déclare clos ces forums. Autre chose, les entreprises publiques sont en majeure partie entre les mains des politiciens. Une dénonciation du COPIREP à qui on attribue souvent le retard en matière des réformes. À l'occasion des États généraux du portefeuille qui s'y tiennent depuis lundi à Kinshasa, ce comité de pilotage a formulé quelques recommandations pour que la situation s'améliore. Je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité des faillites des entreprises, c'est le gouvernement. C'est-à-dire parce que les mandataires sont nommés par des critères politiques. Et nous, en tant que syndicats, c'est parce que l'État ne tient pas compte des idées techniques de l'organe attitré qui est COPIREP. Si tout dépendait de COPIREP pour les recrutements des mandataires,
je crois que nous aurons de beaux résultats. Mais aussi, c'est les partis politiques qui désignent. Aujourd'hui, les critères pour être un meilleur mandataire, c'est de donner, faire la rétrocession aux partis. Rien ne peut se faire sans associer la base, le peuple. Dans les entreprises publiques, le peuple, c'est les travailleurs. Et les travailleurs, nous avons eu à démontrer par le passé que nous avons travaillé avec le copyright en harmonie pour arriver à des solutions viables pour l'entreprise. Bien que les politiques, par la suite, n'ont pas pu exécuter ce qui avait été arrêté de commun accord. Donc, j'insiste sur le point qu'au stade actuel des choses, l'avis de l'expert du gouvernement, qui est le copyright, associé aux avis du bénéficiaire à la base, qui est le travailleur, représenté par les syndicats, devrait être entendu. Tous ces beaux discours-là, l'application, c'est les travailleurs. Je crois que les états généraux que nous tenons aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de participants, d'intervenants l'ont dit, qu'il n'est pas question de se jeter la balle, mais que chacun reconnaisse pour dire, dans le rôle que moi j'avais à jouer, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. L'État a eu la vision de la réforme. Il y a certaines décisions qu'il a prises, d'autres qu'il n'a pas prises. Et là, le ministre vraiment est engagé à dire maintenant, on trace un nouveau cap et on va aller de l'avant. Et ça, c'est très positif. Je le disais dans les titres au Nord Kivu, plusieurs partis politiques de l'opposition avec à la tête le PPRD de Joseph Kabila, Ensemble de Moïse Katumbi, LGD de Matata Pogno et CID de Martin Fayoulou, pour ne citer que cela, haussent le temps et disent non au changement ou aux réformes de la constitution de la RDC. Selon eux, l'instauration de la paix au Nord Kivu sous état des sièges et la pacification du pays constituent une urgence primordiale avant toute initiative de quelconque discussion sur la constitution de la RDC. Dans le cas contraire, ils vont activer l'article 64 de la Constitution. Pacheco Kabundama. Quartier général de Ensemble pour la République Nord Kivu 1 à Goma. C'est ici où les partis politiques de l'opposition se sont retrouvés pour discuter des différentes questions de l'heure, notamment le changement ou la révision de la Constitution. En tête d'affiche, le PPRD de Joseph Kabila Kabange, Ensemble de Moïse Katumbi, LGD de Matata Pogno, SID de Martin Fayoulou, ARC de Élisée Mounembwe, COFEDEC de Filia Chipasa, ainsi que d'autres formations politiques. D'abord, le LGD a voulu adresser un message clair à l'actuel régime. Et nous, aujourd'hui, on porte la voix du souverain primaire à travers l'opposition pour dire la Constitution ne sera pas touchée, ne sera pas changée parce que c'est un plan de organiser notre pays. Ensemble pour la République n'est pas aussi resté indifférent face à la situation générale que traverse la population congolaise, comme le fait savoir Théo Binamungu, cadre de ce parti. Nous sommes fatigués. Nous sommes très fatigués et nous sommes vraiment sidérés. Il n'est pas normal que cette province du Nord Kivu continue à croupir dans la misère qui nous est imposée par une guerre voulue. À l'issue de ces différentes animations, une déclaration commune a été lue par Maître Simon Dioka au nom de toute l'opposition au Nord Kivu. Pour la population du Nord Kivu et le Haut-Savoie, pour insister que l'urgence est à la paix. Avec cette sortie de l'opposition au Nord Kivu, c'est un signal fort adressé au régime actuel, précisent ses opposants. En ce jour, dans le Haut-Ouélé, le député national Joseph s'est dit favorable à la Constitution. Il a fait savoir lors de la célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anouari Nigapeta. Arlette Boutila pour les détails. Lors de sa dernière descente dans la ville d'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, la mobilisation était au rendez-vous. Population, communauté locale, forces vives et partis politiques de cette province associés à la notabilité se sont rangés comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au président de la République Félix Tshisekedi. Un fait qui restera dans les annales de l'histoire dans cette province. Le notable Joseph Bangakia, député national de Rungu, après ce moment d'échange fructueux et fraternel avec le gouverneur Jean Bakomito, parle de l'arrivée
du chef de l'État avec enthousiasme et dans son speech, la question brûlante de l'heure sur la Constitution a été également au rendez-vous. La population d'Isiro est favorable à la question de la Constitution. La population a réclamé, il est vrai, alors que le président n'avait pas encore abordé ce sujet. La célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anouari Tenenga Peta a été un moment intense pour la population de ce coin du pays et déférer toutes les forces vives de cette province. Et en première ligne, dans la mobilisation, Joseph Bangakia, député national du territoire de Rongo et notable du Haut-Ouélé, qui poursuit son séjour sur place dans le cadre des vacances parlementaires. Dans le reste de l'actualité, le président de la Commission électorale nationale indépendante a inauguré ce vendredi le centre Bossolo à l'occasion des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et Yakoma, respectivement dans les provinces de Kwilu et Nord-Ubangi. Le centre Bossolo permettra à la CENI de publier les résultats de ces élections en temps réel, comme c'est fut le cas de la présidentielle de 2023. Ces élections qui vont se tenir le 15 décembre prochain sera une occasion pour les Congolais d'expérimenter une fois de plus les innovations faites par le centre électoral, par la centrale électorale pour assurer la transparence des élections de la RDC. C'est ce dimanche 15 décembre 2024 que les électeurs de Masimanimba, Okwilu et Yakoma au sud Ubangi vont rentrer dans leurs droits civiques. Ceci fait suite à la rouverture ce vendredi 13 décembre 2024 du centre électoral Bossolo de la Commission électorale nationale indépendante. C'est Denis Kadima, président de la CENI, qui a procédé à l'inauguration de ces centres et c'est en présence de plusieurs personnalités, notamment les membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale, les représentants des partis politiques et organisations de la société civile. La réouverture de ces centres est le signe que la CENI est réellement engagée, organiser des élections ou des scrutins dont les résultats pourraient être suivis par tout l'électorat, par tous les Congolais et toutes les autres parties intéressées et de la façon la plus transparente possible. Comme lors de la présidentielle du 20 décembre 2023, le centre électoral Bossolo va livrer en temps réel le résultat des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et Yakoma. Ceci en vue de renforcer la transparence et la crédibilité de ces résultats. Dans son mot, Denis Kadima a précisé que les centres électoraux Bossolo est la concrétisation de la promesse faite par la CENI sur la transparence des élections. Vous savez que l'un des reproches qui avait toujours été formulé contre la CENI, déterminé à jouer pleinement son rôle d'accompagner les unités de la police nationale congolaise dans l'exécution sans faille de l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiav va larguer des inspecteurs sur terrain dès le début de la semaine prochaine. Le patron de l'inspection générale de la police nationale congolaise l'a fait savoir ce jeudi 12 décembre lors d'un briefing d'orientation qu'il a eu avec l'équipe des inspecteurs désignés pour cette fin. L'objectif de la présence des inspecteurs de l'IGPNC sur terrain sera d'accompagner la police nationale congolaise, commissariat provincial de Kinshasa, dans la mise en œuvre de cette opération qui vise à traquer les Kuluna qui sèment la terreur et désolation dans la ville-province de Kinshasa, mais également veiller au respect des droits humains tout au long de cette opération. L'inspection générale de la police veillera en outre à la préservation de l'image des policiers engagés dans cette opération contre les mauvaises langues qui veulent la nuire, a dit Philémon Patience Mouchidiav, inspecteur général de la PNC. À cette occasion, l'IGPNC a instruit à ses inspecteurs à la bonne collaboration avec les unités engagées déjà sur terrain pour la même cause. La République démocratique du Congo est déjà membre de la Commission des droits de l'homme de l'ONU et l'inspection générale de la police a le devoir d'accompagner le gouvernement de la République conformément à ses missions, a ajouté le numéro 1 de l'IGPNC. Du 20 décembre jusqu'à 10 janvier 2025, les inspecteurs de la police de l'IGPNC seront également déployés sur terrain pour suivre de très près la sécurisation de la population et ses biens par la police en cette fin d'année. D'un ton ferme,
le général Philémon Patience Mouchidiav a appelé ses troupes à la discipline, à la fermeté qui doivent les caractériser lors de ces déploiements, car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Noël à Mbuji-Mayi, pour la deuxième fois, la fondation Kemesha Charity sera encore là à la rescousse des orphelins et des albinos. Sa présidence Céleste Chimbombo séjourne déjà au chef-lieu du Kasaï oriental. Plusieurs enfants défavorisés pourront retrouver le sourire le 17 décembre prochain au gouvernorat de province. Le directeur de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui a tenu à répondre favorablement à l'appel de cette fondation pour cette classe des minorités fragiles, sera également de la partie et fait d'ailleurs un appel aux personnes de bonne volonté afin de souscrire à cette cause noble. C'est une très bonne nouvelle pour les minorités fragiles de la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, notamment les enfants orphelins et albinos. Pour la deuxième fois, la fondation Kemesha Charity, que dirige Céleste Chimbombo, va ce 17 décembre fêter Noël avec cette classe sociale marginalisée au gouvernorat des provinces. Faisant appel à tous pour la réussite de ces grands événements caritatifs, la grande chaîne d'information Télé 50 va accompagner le déroulement de cette activité. Son directeur général, Jean-Marie Kassamba, va faire les déplacements de la ville de Mbuji-Mayi pour assister personnellement Madame Céleste Chimbombo et sa fondation, déterminée à offrir les sourires à ces enfants délaissés. Les gens disent le Kasaï, c'est la province du président, voilà, tu sais qu'il doit tout faire. Non. Chaque ressortissant du Kasaï peut prendre l'initiative. Ne serait-ce que donner les sourires aux enfants. Et nous, Télé 50, on va y être. Moi-même, je serai là pour permettre à cet événement d'avoir l'envergure qu'il mérite. Là, je lance l'appel à tous les ressortissants, d'abord du Kasaï oriental, d'apporter un soutien à cette dame parce qu'elle le fait sur fonds propres, elle est privée. L'appel est donc lancé à toutes les personnes de bonne volonté, ressortissants de l'espace Grand Kasaï ou non, afin de joindre leurs efforts à ceux de la fondation Kemesha que dirige Céleste Chimbombo pour partager avec les plus démunis en cette période de festivités. Parlons à présent du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a clôturé ce vendredi l'atelier de restitution des études techniques détaillées pour la modernisation du port de Kalundu dans la province du Sud Kivu. La modernisation de ce port va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations et créer des emplois. Modernisation du port de Kalundu dans la province du Sud Kivu dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac, PFCIGEL, les études techniques détaillées menées par le groupe TIPSA BTEC ont été restituées ce vendredi à Kinshasa et ce, au cours d'un atelier présidé par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya. La position stratégique du port de Kalundu sur le côté du lac Tanganyika qui ouvre l'est de la RDC aux pays voisins, notamment le Burundi, la Tanzanie et la Zambie, fait de lui le deuxième port de la RDC après celui de Matadi, d'où sa modernisation est un offre de soulagement pour faciliter les échanges commerciaux et l'intégration dans la région de Grand Lac, a fait entendre le ministre du Commerce extérieur. Pour Julien Paluku Kahongya, l'unité de coordination du projet des facilitations du commerce et l'intégration de la région de Grand Lac, PFCIGEL, coiffé par Thierry Kaimbe, n'a pas droit à l'erreur pour assurer la bonne exécution de ce projet financé par la Banque mondiale dans le cadre du marché commun pour Afrique orientale et australe, COMESA. Un port à vocation nationale et internationale dont le pays a besoin pour booster la circulation. Le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, s'est impliqué dans l'affaire de spoliation du bâtiment de la division provinciale de santé de Kinshasa. Ces bâtiments administratifs ont été spoliés par des personnes non autrement identifiées et vendus aux Indo-Pakistanais. Douralex, c'est de l'ex. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux dit non à la spoliation du bâtiment de la DPS. Dans 48 heures, Constant Mutamba promet d'apporter une réponse satisfaisante
aux agents de ces services de l'État. Celui qui construit chez autrui, construit pour autrui. Ces principes de la loi doivent être appliqués, assure le patron de la justice congolaise, Constant Mutamba, qui se conforme sans embâche à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Tata mokonzi ya mboka et surtout après les états généraux alingi koyoka lisusu désordre na niveau ya justice. Satisfait de ces gestes combien louables de la part du ministre d'État en charge de la justice, les bénéficiaires se sont exprimés en ces termes. Le chef de la division provinciale de la santé de Kinshasa, le docteur Paul Ntangou, a salué l'implication des médecins des 35 zones de santé, les personnels et toutes les structures de santé de Kinshasa qui ont défendu une cause noble. Je crois que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez défendu votre bien. Nous sommes en train de se battre, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'avenir de nos enfants. Et vous avez montré que si nous sommes unis à la DPS Kinshasa, nous pouvons réussir. Pour rappel, la parcelle abritant la DPS, située au numéro 33 de l'avenue Kadeko à Gombe, a été vendue aux Indo-Pakistanais. Les auteurs de cette spoliation restent jusqu'ici inconnus. Et également cette affaire des spoliations de terrain à Likasi ou Kabamba Kabongo, propriétaire d'un bâtiment situé sur l'avenue de l'abattoir au numéro 39 et 41. La victime sollicite l'implication de Constant Mutamba dans cette affaire pour qu'il rentre dans ce droit les plus légitimes. C'est un phénomène qui s'est fait constater dans plusieurs coins du pays. La spoliation des terrains devient une affaire courante en RDC. C'est le cas des immeubles situés sur l'avenue des abattoirs au numéro 39 et 41 portant PC 220 du plan cadastral de la ville de Likasi appartenant à Kabamba Kasongo. Ce dernier est victime d'une injustice parcellaire exécutée par la société BCM Sarl en collaboration avec un des conseillers du ministre de la Justice. Cette société est bénéficiaire d'une décision qui lui donne droit sur la même avenue au numéro 43. Suite aux envies personnelles, la société BMC veut étendre son espace en voulant spolier l'espace de Kabamba Kasongo. Ce dernier s'est vu être déguerpi, lui et les occupants de manière illégale, sans aucun document authentique pouvant justifier cet acte. La victime sollicite l'implication du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, dans cette affaire pour qu'il retrouve ses droits du fait que les huissiers ont exécuté une décision inexistante et qu'ils ont été à une adresse qui n'avait rien à voir avec les documents. Poursuivant les contacts avec des membres du Présidium de l'Union Sacrée, ce vendredi, Steve Mbikai était chez Jean-Pierre Bemba dans les échanges. Le président du parti travailliste a plaidé pour la restructuration et la redynamisation du secrétariat permanent de l'Union Sacrée pour bien accompagner l'initiative du président de la République. Steve Mbikai a profité de l'occasion pour prodiguer quelques conseils à l'Église catholique qui, pour lui, doit se mettre à l'écart de la politique pour garder son honneur. Après Augustin Kabouya, Steve Mbikai Maboulou qui est sa délégation se sont rendus auprès de Jean-Pierre Bemba Gombo, un autre membre du Présidium de l'Union Sacrée. Les échanges avec une forte délégation du Parti travailliste ont tourné autour de plusieurs points, notamment la réforme constitutionnelle, la restructuration et la redynamisation du secrétariat permanent de l'Union Sacrée. Mbikai a demandé au VPM de solliciter auprès du président Tshisekedi la convocation d'une réunion de la conférence des présidents de tous les partis membres de l'Union Sacrée de la Nation en vue de peaufiner des stratégies susceptibles de contrer la manipulation de la population par ceux qui, sans qualité, s'opposent à la modification de la Constitution conformément à l'article 118 de la Constitution. Nous pensons qu'ils peuvent demander au chef de l'État qui est numéro 1 de l'Union Sacrée pour qu'il y ait une réunion, n'est-ce pas, convoquée avec la conférence des présidents de l'Union Sacrée et que nous puissions accompagner notamment cette question de la Constitution, des réformes constitutionnelles telles que dit par le chef de l'État, parce que on ne sent pas assez d'accompagnement au niveau des acteurs de l'Union Sacrée. Alors, s'il y a une réunion, on peut en parler et lever l'option de sur le terrain pour contrer tous ceux qui sont en train de pouvoir intoxiquer, alors qu'on parle de la réflexion. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va être modifié
dans la Constitution, mais les gens s'agitent. Le patron du Parti travailliste a félicité Jean-Pierre Bemba pour sa sortie médiatique qui a dévoilé que l'Église reçoit les moyens de l'État, mais que ces derniers sont mal utilisés. On a constaté que eux qui ont été sur l'offensive, aujourd'hui l'Église est sur la défensive, en train de s'expliquer. Je pense que c'est une avancée tout de même. Et on donne un conseil aux princes de l'Église de pouvoir se mettre à l'écart de la politique pour rester respectés et rester sacrés. C'est très important. Auprès de Jean-Pierre Bemba, Steve Mikaï a également plaidé pour que l'Union sacrée de la nation ne soit pas active pendant les élections, mais elle doit aussi être une structure d'accompagnement permanent de la vision et de toutes les initiatives de son chef de file. Au Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga, le député national Trésor Moutiki Lutala affiche une détermination farouche à défendre les intérêts de la population congolaise en général et de cette partie du pays en particulier. Ainsi, dans le cadre de ses missions parlementaires, il a échangé ce vendredi 13 décembre avec le vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba Gombo à Kinshasa. Au menu, la situation de l'aéroport de Kavumu pour lequel l'État congolais a dépensé plus de 5 millions de dollars et dont les travaux des réhabilitations sont restés lettres mortes. Chez Jean-Pierre Bemba Gombo, l'élu de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala, fait avoir les détails sur l'exécution des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kavumu de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Plus de 5 millions de dollars américains ont été déjà débloqués à cet effet, mais sur terrain, rien n'est fait. Après sa question écrite au ministère des tutelles, l'élu de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala, est rassuré. Sur le terrain, on voit que des maquettes et des maquettes, raison pour laquelle je suis venu voir le VPM, je lui en parlais. Il m'a rassuré qu'il est derrière les dossiers, il suit les dossiers. Et il a instruit encore la société Sokeriko qui avait gagné le marché de commencer rapidement les travaux de la réhabilitation de l'aéroport en question. Et il m'a promis que d'ici janvier, nous allons effectuer une délégation de députés et lui-même en tête, une descente à l'aéroport de Kavumu pour voir et palper avec nos propres yeux ce qui se passe là-bas. Parce qu'il n'acceptera jamais que l'État congolais puisse décaisser l'argent du trésor public, du contribuable congolais, que ça puisse entrer dans les poches des individus. Au cours de cette entrevue, le député national a soulevé la question des autres aéroports de la province, notamment celui de Lugusoa, dans la chefferie de Wamuzimu, dont les exploitants miniers chinois risquent de les faire disparaître. À Lugusoa, il y a des exploitants, des sociétés chinoises qui commencent même à exploiter leurs minerais dans l'aéroport, qui commencent à détruire l'aéroport. On essaie de parler de tous ces points-là. Il m'a promis son accompagnement et je crois qu'on va travailler ensemble. Tout ira très bien. La suite de ces dossiers reste déterminante pour les représentants de ces territoires du Sud Kivu. Le banc employeur et les bancs syndicales du CEC, un établissement public, ont signé ce vendredi une convention collective révisée, le fruit d'une longue négociation qui a duré près de 4 mois. La cérémonie de signature s'est déroulée à Kinshasa. Commentaire Gaëtan Koubabranzi. Un nouveau vent semble souffler au sein du CESC dont les prouesses ont été reconnues par le chef de l'État lors du discours sur l'état de la nation. En interne, un dialogue franc et prometteur est mené entre les dirigeants et les différents bancs syndicaux. La preuve, cette signature de la convention collective dans l'enceinte même de la direction générale dans la commune de la Gombe. Le président de la délégation nationale, John Miene Batende, qui a pris la parole après le directeur des ressources humaines, a salué l'harmonie qui règne au sein de l'administration. Cette cérémonie prouve l'unité qui existe entre les bancs employeurs et les bancs syndicaux de fournir un document de référence qui est considéré aujourd'hui comme notre Bible, qui est considéré aujourd'hui comme notre constitution. Dans ces documents, il y a les avantages des employés sans pour autant détruire ou bien asphyxier l'entreprise qui est le CEC. Le CEC est désormais orienté vers des nouveaux horizons avec des grands investissements en 2025 et cela se fera grâce à la collaboration avec les travailleurs. Dans toutes les entités profondes de la grande République démocratique du Congo, nous serons obligés de nous déployer pour expliquer aux employés les avantages et l'intérêt qui se trouve dans ces documents, des références pour que les CEC puissent aller de l'avant.
La cérémonie a connu la participation de l'inspecteur du travail qui a rappelé les fonctions normatives et régulatrices de la convention collective. Pour couronner le tout, un prix international a été remis respectivement au président du conseil d'administration et au directeur général du CEC pour leur leadership et les empreintes qu'ils impriment au sein de l'établissement. Le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, s'engage une fois de plus à lutter contre la déforestation. C'est la localité de Kasunseke, dans le territoire de Kenge, qui servira de site pour cette fin. Dans le territoire de Kenge, chefferie de Pelende, la localité de Kasaounseka a marqué une étape importante dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la promotion de l'économie verte. Un terrain de 9 hectares cédé par les chefs terriens pour une période de 25 ans au Fonds forestier national, des sites pilotes pour un ambitieux projet de reboisement. Ces projets intègrent la plantation d'arbres fruitiers et d'espèces forestières telles que l'acacia, destinée à améliorer le bien-être des populations locales tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Sur place, la ministre d'État F. Bazaïba, accompagnée du directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, a officiellement lancé les travaux de reboisement sur ces sites. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État visant à faire des Kenge, Kwilu et Masimanimba des villes vertes et à établir les couleurs verts Kivu, Kinshasa. Une initiative visant à protéger plus de 100 000 km² de forêts primaires tout en favorisant une économie durable. Accueillie chaleureusement par la communauté locale, la délégation de la ministre d'État a procédé symboliquement à la plantation des premiers arbres sur ces sites. Le directeur général du FFN, Honoré Mulumba Kalala, s'est félicité de cette avancée significative, rappelant ainsi la mission principale du Fonds forestier. Et dans le monde, pour terminer, après 9 jours de tractation, François Bayrou a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce vendredi. Le patron du MODEM, compagnon de lutte du chef de l'État depuis les premières heures du macronisme, aura la mission de former un gouvernement capable de résister à la censure qui a emporté Michel Barnier et ses ministres mercredi dernier. Une tâche qui s'annonce complexe étant donné que la composition de l'Assemblée nationale est complexe. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Réforme constitutionnelle, les différentes fédérations de partis de l'opposition ont tendance. D'un commun accord, ils ont dit non à l'initiative du président de la République. Selon eux, l'instauration de la paix au Nord Kivu sous état de siège et la pacification du pays constituent une urgence primordiale. Les élections législatives sont maintenues pour ce 15 décembre à Masimanimba et Yakoma. La réouverture du centre Bossole a eu lieu ce vendredi. Ce centre permettra à la CENI de publier les résultats de ces élections en temps réel. En marge des festivités de Noël, la fondation Kemesha Charity sera à la rescousse des orphelins et des albinos ce 17 décembre au gouvernorat de la province de Mbujimaï. Le directeur de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, qui sera du nombre, fait appel aux personnes de bonne volonté afin de souscrire à cette cause noble. En France, après 9 jours de tractation, François Bayrou, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce vendredi. Ce dernier aura pour mission de former un gouvernement capable de résister à la censure qui a emporté Michel Barnier et ses ministres mercredi dernier. Et c'est par ici que se referme complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, madame, monsieur. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash.